Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 162e épisode des Lunchs immobiliers du club. Donc, Yvan Cournoyer avec vous ce midi en co-animation avec Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Yes, ça va bien. Excusez, j'ai touché mon ordinateur. Mes deux écrans sont partis. Tout est revenu à la normale. Petite frousse de départ. Tu es là, tu es là. Donc, ça va bien? Oui. On peut dire que mon écran s'est éclipsé, si on peut faire le jeu de mots avec la semaine dernière. C'était-tu le fun, hein? Ça fait une semaine, mais hein? C'était incroyable, cet événement-là. Hein? Wow. Exact. Nous, en fin de semaine, c'était le bootcamp à Québec. Grosse fin de semaine. Je ne sais pas de ton bord que ça avait l'air. Petite fin de semaine tranquille. On est allé jouer dans les trampolines. On est allé voir des amis professionnels joueurs de hockey qui, tous les deux ensemble, un nouveau bébé, shower. Puis hey, j'en profite pendant que j'ai la parole aussi pour souhaiter bonne chance à Benoît Martel qui est actuellement dans le marathon de Boston. Marathon le plus prestigieux au monde, le plus difficile à se qualifier. Il est là actuellement. Fait que go Benoît. Très fier de toi. Fait que je prends la parole pour le féliciter en même temps. Go, Benoît. Voilà, exact. Excellent. Hey, aujourd'hui, un autre sujet fort intéressant, les amis. On va parler de taux directeur de la Banque du Canada. On va parler de taux d'intérêt. On va parler de CMB. On va parler d'APH-SELEC. On va faire une belle mise à jour sur le financement hypothécaire commercial avec notre invité Christian Pomerleau. Ça fait quand même quelques occasions qu'on reçoit. Je pense que c'est lui qui est venu le plus souvent, en passant, Jean-Philippe. Je pense qu'il est venu, je pense que ça doit faire 5-6 fois qu'il vient. Et dans les débuts, hein? Et dans les débuts, dans les premiers invités en plus. Ouais. Exact, toujours un plaisir de le recevoir. Donc, on va le présenter tout de suite. Donc, Christian Pomerleau, courtier hypothécaire chez PMML. Donc, salut Christian. Ben, salut tout le monde. Merci de m'avoir invité encore une fois. Ça va bien? Ça va extrêmement bien. C'est sûr qu'on aurait aimé des taux qui baissent encore plus, mais dans les circonstances, on va dire que tout est beau. Hey, merci d'être là. Super agréable de te recevoir encore une fois. Moi, je dirais peut-être pour Christian, qui est très bon orateur, de ton expression de marché. Quelle est la situation actuelle? Un topo général, si tu es d'accord, Yvan, bien sûr. C'est toi le boss. Vas-y, Christian. Bon, oui, écoute, je peux tout de suite mettre la table avec un peu ce qui s'est passé la semaine passée. Puis, il y avait quand même des grandes attentes. Fait que ceux qui ont regardé la capsule, j'ai fait une farce un peu parce que ça tombait sur 2 jours après l'éclipse. Et puis, je pense qu'effectivement, on s'est fait éclipser aussi nos attentes qu'on avait il y a à peu près 3 semaines, 3-4 semaines. Qui s'était quand même estompé peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines solides là, avant l'annonce de mercredi passé. Fait que on est dans une situation où est-ce que les taux ils sont montés à 5 %. Ça fait déjà maintenant à peu près 7 mois, 7-8 mois. C'était en juillet 2023. Les taux ont pompé à 5 %, sont passés de 4,75 à 5 puis ils sont maintenus là depuis. Fait que la politique de resserrement monétaire est restée quand même assez sévère jusqu'à un certain point parce que à l'automne de l'an dernier, les économistes ils prévoyaient déjà que ça allait baisser. Là. Il y en a qui parlaient de décembre ou janvier 2024, puis ça y allait à grands articles là, pour dire que ça aurait été le temps là, de baisser les taux. Mais la BDC ont vu ça quand même un peu, ils ont vu ça différemment, mettons. Elle n'a pas eu lieu, cette baisse-là, puis ils ont préféré garder mettons, je dirais, leur main de fer encore, parce que on le sait tous maintenant, c'est répété à maintes fois que le but de la Banque du Canada, c'est de baisser le taux jusqu'à temps qu'il atteigne à peu près 2 % qui est vraiment la cible. Puis, on est parti dans la bonne direction. Puis, dans la dernière présentation que le directeur de la Banque du Canada a faite, ben, il a dit pratiquement tous les indicateurs on va dans la bonne direction. Donc, on a fait un grand bout de chemin, c'est sûr et certain. On est à 2,8, mais pour eux autres, ça reste encore un peu trop élevé, puis un petit peu trop, je dirais, indépendants là, dans un sens, qui ne sont pas parfaitement sûrs que c'est une baisse durable, qui est une baisse solide. Alors, c'est pour ça qu'ils ont maintenu encore leur petite hache de guerre.
Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'au moins, le panier d'épicerie puis le panier de l'inflation a diminué. Puis, au lieu d'être juste quelques éléments qui ont diminué, cette fois-ci, c'est vraiment sur un plus large éventail de ce qu'il y a dans le panier de l'indice des prêts à la consommation qui sont mesurés. Si on n'avait pas le logement, le secteur du logement, avec leur pression sur les taux hypothécaires qui est énorme, sont encore élevés. Il y a encore des renouvellements qui se font à beaucoup plus élevés. Puis aussi, les loyers, à cause de l'immigration, à cause de l'accroissement de la population, les loyers sont maintenant encore très élevés. Autrement, on aurait vraiment eu de la place pour probablement une première baisse. Fait que là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis, ce que je dirais, c'est que là, maintenant, ce qui est regardé, c'est l'attente d'inflation. Fait que la confiance du marché, ça, c'est une des mesures que la Banque du Canada vérifie tout le temps. Puis, il envoie constamment des sondages à des entreprises, des sondages, à des individus, tout ça pour voir comment est-ce qu'ils ressentent le marché. Et puis, ils mesurent tout ça aussi pas mal live. Donc, les attentes d'inflation, ils vont regarder le marché du travail, est-ce qu'il reste tendu? Là, ça s'est calmé. C'est déjà ça aussi, c'est un autre bon sens. Et puis, la croissance des salaires. Alors, comment les entreprises aussi, dans les prochains mois ou dans la prochaine année, vont fixer les prix. Fait que ça, c'est important pour la Banque du Canada aussi. Puis, une autre mesure qui est importante, c'est de vérifier l'offre et la demande parce que présentement, on est encore en offre excédentaire en ce moment, puis on l'est depuis à peu près le montant, le temps où est-ce qu'ils ont augmenté les taux à 5 %, fait que pratiquement la mi de 2023. Puis c'est vraiment cette année que la reprise économique devrait se faire tranquillement. Puis ça va être alimenté par l'immigration, la croissance de la population, ça va être alimenté par le redressement des finances, puis des dépenses des ménages, puis des compagnies, parce que en ce moment, on a eu il y a eu beaucoup plus de défaillances de gens qui ont eu de la difficulté dernièrement avec leur paiement, puis fait que les entreprises vont commencer à dépenser un peu plus, puis la dépense publique surtout, là. Fait que... ouais. Non, continue, Christian. Je ne veux pas t'arrêter dans ton élan. Ah, ben là, j'achevais, là, mais c'était juste pour dire, au Canada, quand même, on est quand même pas pire. On est encore en croissance économique légère. Notre défi, en fait, c'est nos voisins du Sud, c'est les Américains, qui eux autres ont une économie encore agressive, là, qui roule à plein. Puis, ils sont très influents. T'sais, ils vont emmener de l'influence ici. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être vérifié par la Banque du Canada dans les prochains mois. Puis, qu'est-ce que la Fed va décider? Mais de notre côté, on a eu une légère croissance économique. On a une légère perte d'emploi, ce qui est bon aussi. On a un chômage qui est en hausse. Mais maintenant, la Banque du Canada a quand même décidé de garder sa force là-dessus puis dire on va attendre quelque chose de plus durable. Fait que je pense encore, puis la majorité des économistes pensent que c'est vraiment le 5 juin là, maintenant qu'on devrait avoir notre première hausse. Dans son discours... Christian, baisse notre première baisse. J'étudie première hausse. Ouais, j'ai excité, moi, là, j'ai hâte. Première baisse, ça fait plus de sens. Ouais. La première baisse, puis c'est ça, le Tiff McClem, qui est le directeur de la Banque du Canada, a dit, oui, en fait, si les indicateurs qui sont partis dans le bon sens continuent d'être dans le bon sens, il y a des grosses chances que la prochaine fois soit la bonne, une baisse. Et puis là, ça va avoir de l'influence là, sur tout le système, là, je pense. Ça va être quelque chose d'important. Oui, c'est ce que j'allais dire, Christian, parce que nos voisins, on a eu une mauvaise semaine, puis une mauvaise nouvelle. Ils ont annoncé l'inflation aux États-Unis aussi en même temps. En tout cas, les CMB, là, en tout cas, on pourrait faire une mini-parenthèse encore pour ces gens, c'est les premières fois qu'ils nous écoutent, là, le taux de la Banque du Canada puis le taux volatile dans le taux commercial, on l'a déjà expliqué quelques fois, là, mais il est tabarouette. On mangeait des claques d'en face la semaine passée. On était ouais. Exact. Puis, écoute, c'est spécial aussi parce que dans l'heure et demie qui a précédé l'annonce,
les CMB sont partis en flèche. Ouais. Ils ont monté d'à peu près 15-16 points. Ça, c'est juste avant l'annonce, puis peut-être 15-20 minutes après l'annonce. Après, ça s'est résorbé, ça s'est calmé, mais on est quand même resté au même niveau que, ça monte un petit peu, ça a baissé d'à peu près 7-8 points. On est encore au même niveau qu'avant l'annonce, à l'annonce. Puis 3 semaines avant l'annonce, on avait vu l'anticipation de cette fameuse baisse de taux, fait qu'on voyait là, qu'il y avait de l'engouement dans le marché. Puis après ça s'est résorbé, puis là, on a vu le CMB recommencer à augmenter. Fait que là, il est un peu en position de flottement, là, je dirais, en ce moment. Mais j'ai confiance que, écoute, là, c'est sûr, c'est moi qui parle, là, c'est pas... je ne veux pas dire que c'est pas une boule de cristal, là, mais j'ai confiance qu'on va probablement faire un petit peu de flottille comme ça, puis probablement plus vers la baisse qu'autrement. Fait que je pense que c'est encourageant pour nos constructeurs puis nos investisseurs qui nous écoutent, là. La dernière fois qu'on t'avait eu, Christian, juste pour te dire, tu avais dit c'est le haut de la vague, puis ça avait vraiment bien été après. Fait que si tu peux répéter exactement les mêmes mots, ça serait bon que tu dises la même affaire. J'en ai juste du meilleur qui s'en vient parce qu'on a eu une méchante dip en décembre. Oui. C'était le fun, là. Ouais, mais je ne sais pas si j'ai été si influent que ça dans l'univers, mais si ça a marché, tant mieux. Mais effectivement, je sens qu'en ce moment, à cause de l'anticipation qu'il n'y avait plus de hausse de taux, le CMB a remonté. Mais là, je pense que l'encouragement s'en vient. Puis, on est encore probablement en haut d'une petite vague. Là, puis, celle-là, on va pouvoir, à mon avis, la surfer. Je l'espère bien. On attend, juste pour dire notre position à nous, puis peut-être ça va aider d'autres investisseurs. On a 3 certificats SCHL en main, un achat, 2 refinancements, puis on hold. Fait qu'on c'est bon 6 mois, ces certificats-là. Ouais. Fait qu'on est en attente, là, on est sur la position de départ, on attend, puis on va donner le go quand les taux vont bouger. Fait que probablement qu'on va s'aligner en juin. En fait, là, on a tous nos paris, en fait, là, le salon des hautes mises, là, on place ça sur le pion rouge juin. Après la baisse, on verra qu'est-ce que ça donnera, mais c'est notre position pour l'instant. C'est un excellent point. J'aimerais juste rajouter à ça que c'est important que vous suiviez votre date butoir de votre certificat SCHL comme quasiment une religion parce qu'il ne se repousse plus maintenant. C'était fréquent là, dans les dernières années où est-ce qu'on pouvait demander une prolongation de 3 à 6 mois sur un certificat SCHL. Maintenant, ils sont refusés quasiment à 100%. Donc, soyez assurés que votre certificat doit être valide au moment où vous allez compléter votre transaction. Bon point, Christian. Merci. Ouais. Qui n'est pas notre cas en passant. Là. On est loin de ça, mais bon point pour en généralité. Oui, c'est ça. C'est juste parce que tu as parlé puis je pense que c'est une bonne stratégie pour les gens. Ils gardent leur certificat en main, puis là, ils attendent un bon positionnement pour pouvoir compléter leur transaction, pour fixer leur taux. Mais c'est juste qu'ici, ils vont trop serrer. Ils vont peut-être commencer à suer un peu plus tard, là, parce que on le sait que les défis peuvent arriver jusqu'à temps que tu sois chez le notaire, hein, dans la vie, dans la vie immobilière. Fait que on veut s'assurer qu'on a le délai approprié pour compléter tout ça. Oh, merci Christian. Yvan, parce que j'ai l'impression que je parle tout le temps, Yvan, les taux, c'est comme j'en mange le matin, le midi et le soir en ce moment. Là. C'est pas mal. Chacun son tour. Des fois, je parle plus. Là, c'est à ton tour. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Mais merci, Christian, d'avoir mis la table. Beau topo économique. Saint économiste, merci. Tu sembles bien maîtriser tout ça. Là, il y a une question peut-être en lien avec le taux directeur qui va peut-être baisser 5 juin, mais André Gendron, il s'est fait dire par un courtier immobilier, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le propos, mais un courtier immobilier lui disait que la semaine dernière, même si le taux directeur baisse, ça ne va pas nécessairement baisser les taux d'intérêt hypothécaires. Ça serait quoi l'impact, selon toi, d'une baisse de taux directeur sur les taux hypothécaires? Oui, en fait, c'est vrai jusqu'à un certain point, mais premièrement, c'est sûr que tous les taux à court terme, puis les taux qui sont basés sur le taux préférentiel des banques, lui, et les taux variables vont baisser automatiquement. Là. Ça, il n'y a pas vraiment de question. Mais dans un sens, il y a une part de raison, dans le sens que les CMB, eux autres, sont bâtis différemment. Ça va aller aussi avec, comme je mentionnais tantôt,
la confiance des gens, comment ils vont se positionner avec les obligations court terme, qu'est-ce qui va se passer avec le fédéral, parce qu'on le sait que les CMB sont en relation directe avec les obligations hypothécaires du Canada, pas obligations hypothécaires, les obligations 5 ans du Canada. Fait que le mouvement de ces obligations-là est assez important. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, mais qu'on ne rentre pas dans. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais la SCHL pourrait commencer à émettre plus de CMB, à émettre plus d'offres de CMB parce que le gouvernement va racheter une partie, le gouvernement fédéral va racheter une partie des pôles qui sont présentement accessibles, puis fait que ça va inonder un petit peu le marché, puis là, ça pourrait effectivement avoir un effet sur les taux. Un peu plus complexe comme concept, mais il y a une part de raison là-dedans, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce que les taux baissent que nécessairement le CMB va baisser en directe relation. Mais je crois quand même qu'en général, il y a des bonnes chances qu'on soit plus vers la baisse qu'autre chose. Christian, corrige-moi, mais comment j'explique ça aux gens généralement? C'est comme les résultats d'action d'une compagnie qui s'en vont. Là. Cette semaine, on va annoncer les résultats de telle compagnie. Je ne sais pas, Microsoft. Les gens ont une expectative, les actions bougent en fonction de l'expectative, la nouvelle sort. Si c'était déjà anticipé, l'expectative est juste, l'action ne bougera pas. Puis ensuite, elle va bouger. Fait qu'il peut y avoir des profits super, mais ça va être anticipé durant la. Fait que s'il y a une anticipation de taux, de baisse de taux le 5 juin, on risque de l'avoir un peu avant. Corrige-moi si j'ai tort, c'est à peu près comme ça que je l'expliquais. Bien, ça ressemble pas mal à ça. Puis quand on le regarde historiquement, sur le mouvement des taux avant et après les annonces, effectivement, ton explication est bonne. C'est une bonne, je te dirais, c'est un comparatif pour le mentaliser. Mais reste que, je me souviens, moi, quand j'étais en planification financière, il y avait un professeur à un moment donné qui nous avait dit, tu sais, la bourse, elle s'en va dans le sens qu'elle veut s'en aller. Fait qu'il dit, arrête de te poser des questions. Là. Il dit, elle va s'en aller à quelque part dans le sens qu'elle veut s'en aller. Il y a tellement d'éléments complexes qui viennent rentrer là-dedans qu'à un moment donné, c'est dur. Il y a une façon de prévoir, mais c'est quand même assez dur. Puis les CMB, ben, il y a beaucoup d'influence aussi là-dessus. Là. Mm-hmm. Et là, ben, on a des annonces là, comme demain, c'est l'annonce du budget fédéral. Fait que tout le monde attend ça, puis savoir quel déficit on va avoir, parce qu'on ne se pose pas de questions. Là. On sait qu'il y a un déficit, il semblerait qu'il est assez majeur, mais en même temps, apparemment qu'il y aurait bien des annonces là-dedans, des projets, de l'argent dans des enveloppes et tout ça, mais la grande question que les économistes se posent, c'est où ils vont prendre l'argent? C'est quoi les sources de fonds là, de tout ça? Fait que on a hâte à voir demain qu'est-ce qui va se passer avec le budget fédéral. Après ça, ben, il y a la Fed américaine qui va se prononcer bientôt. Là, on a vu l'inflation va se prononcer bientôt sur leur positionnement. Eux autres aussi, l'an dernier, ils avaient dit probablement des baisses de taux en 2024, des baisses de taux, il pourrait en avoir 5, 6. Hey, aujourd'hui, si on va en avoir 2, 3, ou peut-être pas, c'est pas évident, là. Fait que ça change beaucoup, là. Ça change vite. Excellent. J'espère qu'André, ça répond à ta question. Il y a Richard Damour qui a été mis de l'avant par Jean-Philippe, j'imagine. Oui, exact. Fait comme commentaire. Excellent vulgarisateur, Christian. Merci pour tes explications. Good. Richard, merci, Richard. Ouais. Richard fait la même chose dans son domaine aussi. Hein? Exact. 2 experts. Good. Petite question de Maxime Bolduc. Est-ce qu'on est obligé de passer par un financement commercial lors de l'achat d'un 6 logements? Non. En fait, on pourrait l'acheter au résident. Ah, excuse-moi, Yvan, je ne voulais pas te couper. Non, vas-y. OK. Non, la question, c'est qu'un 6 logements, un 7, un 8 logements est un peu dans une zone un peu plus grise où est-ce qu'on peut les passer au résidentiel, dans la mesure où si on le passe au département résidentiel, c'est que c'est vos revenus personnels et votre endettement personnel. Fait que les fameux ratios d'endettement qu'on connaît, là, des banques, là, je ne me souviens même plus, ATD, ABD, là, ces choses-là. Je fais beaucoup de financement résidentiel, hein?
En fait, j'en veux pas du tout. Mais tout ça pour dire que oui, on peut le passer là. Si nos ratios sont bons, qu'on n'a pas trop de dettes, puis qu'on a des bons revenus, puis que ça passe, ben, ça peut être une bonne idée. Puis ensuite, l'envoyer au commercial. On a toujours des limitations là, sur le nombre de portes qu'on peut avoir, le volume qu'on peut avoir quand on est au résidentiel. Quand on le dépasse, ben là, on switch au commercial. Mais même il y a 3 ans, j'avais moi un groupe d'investisseurs que c'était leur modus operandi. Là. Eux autres achetaient des 6. Il y était deux partenaires avec 2 conjointes. Les 4 travaillaient, les 4 avaient des salaires, les 4, c'était des bons gestionnaires de leur propre budget familial. Alors, ils pouvaient se permettre de rentrer pas mal de petits immeubles, 5, 6, 7 logements sur une base résidentielle. Puis après ça, bon, une fois qu'ils les avaient optimisés, on les déplaçait en SCHL. Modèle qui ne fonctionne plus trop maintenant là, à cause des nouvelles normes de la SCHL. Pour 2 ans, ça se ferait-tu, Christian, ça, ce modèle-là? 2 ans, il l'accepte. Oui, si les gens font leur rénovation puis puis ça a été financé sur 2 ans, ça pourrait marcher absolument. Ouais. Okay. Ouais. Parlant de SCHL, les amis, tu me parlais dans l'entrée de jeu, Christian, du 350 000 de la SCHL. Peux-tu nous en glisser un petit mot là-dessus? Oui. En fait, on se fait souvent appeler pour ça, puis c'est comme très ambigu pour la majorité des gens. Je peux prendre un petit peu de temps pour le décrire, mais d'entrée de jeu, je préfère dire aussi que ce n'est pas un programme qu'on utilise là, à tour de bras. Là. En fait, il a été annoncé, ça ne fait pas très longtemps, mais ce que il l'appelle le programme de financement initial. Alors, c'est pour les gens qui font de la construction ou de la rénovation. Alors, c'est un programme où est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un prêt sans intérêt de la SCHL pour un développement plus social ou durable, abordable. Ça, c'est très important, c'est des critères qui doivent rentrer là-dedans. Puis on peut avoir jusqu'à 350 000 de financement à 0% d'intérêt. Puis ça, c'est après ça, le remboursement, les modalités, c'est de le rembourser sur 3 ans. Fait que c'est le programme. Puis il y a aussi possibilité là-dedans d'avoir une enveloppe jusqu'à 150 000 qui est plus une subvention non remboursable. Fait que ça peut être intéressant. Probablement, ça, c'est un programme qui existe depuis le 1er mars. Fait que c'est très nouveau. Les gens peuvent taper programme financement initial, puis ils vont tomber sur le site de la SCHL. Ça fonctionne par remboursement, donc eux autres vont établir quelles sont les dépenses éligibles que les gens peuvent soumettre. Là. Il y a comme une liste de choses, puis la demande doit être faite pour la partie non remboursable. La demande doit être soumise et faite avant le 31 décembre 2024. Puis, c'est une enveloppe, c'est un budget complet que le CHL a sorti. Fait que quand le budget va être épuisé, bien, je ne sais pas où il le renouvelle, où il n'y en aura plus. Puis, le but du programme, en fait, c'est de soutenir toutes les phases initiales de construction, de rénovation, avant même que le projet existe. Ça veut dire, ça peut être la conception du projet, ça peut être son développement, ça peut être le plan d'affaires, la faisabilité, ça peut être les études avec des fiscalistes, avec des contrats de convention, le développement, les études, les analyses, les études environnementales, les analyses. Fait comme ce qui vient avant de dire qu'on a un projet là, qui est en place. Ça, c'est bon pour tout le monde. Là. C'est bon pour les investisseurs. C'est bon aussi pour, comment est-ce qu'on appelle ça, les OSBL, tout ça. Fait que ce qu'il faut pour présenter un projet, ben il faut remplir, il y a quand même plusieurs critères à remplir, mais mettons grosso modo, là, ce qui est important, c'est qu'il faut au moins posséder le terrain ou avoir quelque chose de sérieux, là, qu'on possède le terrain ou le projet immobilier. Il faut que ça soit quelque chose d'abordable ou avec une forme de projet social. Là, ça va loin, là. Puis eux autres, ils vont les mettre en ordre. Là. Par exemple, si vous avez un projet qui est fait dans une certaine municipalité pour les Autochtones, ben là, vous risquez d'être très, très élevé dans la possibilité d'avoir vos subventions puis tout ça. Et puis après ça, ben, tu sais,
c'est comme un ensemble. Mais c'est sûr, il faut que ça réponde à de l'abordabilité avant tout. Ils vont mesurer l'expérience des gens dans des projets de ce genre-là. Fait que quelqu'un qui arrive avec 0 expérience, ça peut être un petit peu plus difficile. Il faut qu'il y ait des fonds propres aussi injectés. Fait qu'il faut pas, c'est pas une question d'arriver là, de demander des subventions puis se servir de ça. Il faut avoir des fonds propres. Fait que ça va être analysé comme un projet qui serait faisable aussi. Ils vont étudier les besoins de ce que les gens ont. Et puis, après ça, ben, ils vont le mettre en ordre, puis ils vont dire, OK, on l'analyse, celui-là, puis peut-être qu'ils vont octroyer 100 000 de prêts à 0 % puis aucune subvention non remboursable. Puis pour d'autres projets, ben, ils peuvent y aller avec la totale si on a vraiment un projet qui rentre dans les cordes totales de la SCHL. Good. Écoute, il y avait des petites questions en rafale, Christian, là, des gens. Dossier de crédit, comment ça affecte le commercial? On sait qu'on n'est pas financé personnellement comme dans le commercial. Est-ce que ça influence beaucoup? En fait, c'est une question que j'ai de plus en plus, ça. Je ne sais pas c'est quoi la source de ça, mais la réponse, c'est oui, quand même, parce que c'est sûr qu'on souvent, on va apprendre quand on commence, surtout dans le commercial, que c'est l'immeuble. Ça va toujours être ça, c'est l'immeuble en premier qui est étudié, contrairement au résidentiel où est-ce qu'on étudie vos revenus, puis vos dettes, puis tout ça. Donc, la cote de crédit, c'est une des premières choses qui est regardée. Dans le commercial, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est un client ou des emprunteurs qui sont solvables, qui ont un bon bilan de la valeur nette. Ça, c'est probablement la clé la plus importante, qui ont des liquidités ou des pseudo-liquidités qui sont réinjectables, ce qu'on appelle dans notre jargon la capacité de réinjection, la capacité de pouvoir rapidement se revirer de bord s'il arrive quelque chose, parce qu'on ne veut pas être saigné à bloc. Mais la cote de crédit, elle a de l'importance aussi parce qu'à partir du moment, je vais vous donner des chiffres, là écrivez pas ça dans la Bible, là, mais à peu près, là, en haut de 700, là, on n'a jamais de défi. Là. Toutes les banques aiment les clients qui ont en haut de 700. En haut de 680, pas vraiment de questions posées. Entre 640 et 680, ben, c'est bon d'avoir une petite idée. Là. Nous autres, on va regarder le dossier crédit, on va regarder, bon, c'est quoi la source, pourquoi on est là. Ça arrive très souvent que des investisseurs immobiliers qui sont actifs là, vont avoir des codes de crédit un peu plus diminués. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, c'est parce qu'ils ont tellement d'activités, de demandes de financement, puis de mouvements, puis de demandes de solvabilité que ça fait descendre la cote un peu. Puis du mouvement aussi de trésorerie sur leur carte de crédit, puis tout ça. Fait que ça se peut qu'il y ait des cotes, mais ça ne fait pas d'eux du mauvais monde. Là. Mais entre 6,40 et 6,80, on regarde. En bas de 6,40, là, on commence à étudier l'affaire. On commence à poser des questions parce qu'on sait qu'on va s'en faire poser. Puis là, il y a peut-être des gens qui écoutent et disent « Ah, moi, j'ai passé au la même, j'avais 622. » Ben oui, on en a plein aussi des clients comme ça, mais je fais juste vous dire, ça vous donne une ordre de grandeur. Fait que la réponse est oui, ça a de l'importance. Et puis, il faut savoir c'est quoi la source de pourquoi ça a baissé. Tu sais, c'est-tu à cause du transactionnel ou un surplus de demande ou parce que peut-être qu'il y a eu une défaillance ou des mauvais paiements dans le passé. On veut savoir pourquoi. Cool. Oui, effectivement. Hein. Tu sais, je dis toujours aux investisseurs immobiliers là, que vous allez au Centre Bell là, puis ils vous donnent une serviette contre une carte de crédit. On ne fait plus ça, là, on fait attention à nos cartes de crédit. Tu achèteras ta serviette, je pense que ça va être plus efficace. Oui. Il y a des bonnes personnes, des bonnes compagnies là, que je nommerai pas là, mais qui sont très, très bons pour faire en sorte que les gens peuvent redresser leur crédit entre 3 et 6 mois. Grosse différence là, la plupart du temps, juste parce qu'ils le font bien. Des fois, c'est des petites règles qu'il faut connaître sur qu'est-ce qui décote une carte de crédit ou qu'est-ce qui décote des comptes. Puis une fois qu'on le sait, ben, on manage ça très bien. Fait que la réponse, c'est oui, mais c'est pas un cas perdu. Il faut juste faire attention. Je vais juste finir ma parenthèse. Il faut faire attention quand, mettons, on est en partenariat, puis un des partenaires qui a soit fait faillite ou il a fait une proposition concordataire ou des choses comme ça, bien, ça se peut qu'il noircisse le dossier. Fait que des fois, c'est mieux de ne pas avoir cet emprunteur-là, puis les gens s'organiseront soit avec une contre-lettre ou une autre façon, mais définitivement, ça peut tâcher un dossier, ça peut être un petit peu plus dur. Là. Fait
il y a de l'importance. Super. Christian, une petite question en rafale, puis après ça, j'aimerais savoir un overview de la SCHL. J'adore, tu sais, t'es dedans tous les jours. Puis on va se le dire, hein, c'est rendu comme 90-95% des prêts sont à la SCHL maintenant. Ouais. Fait que j'aime bien t'entendre, mais une petite question vraiment rapide, Willy. Les standardisations, là, conciergerie, gestion pour du bois brique, du béton, est-ce que c'est disponible en ligne ou c'est juste les courtiers qui ont ça? C'est-tu disponible en ligne pour le public? Je ne suis pas certain à 100%. Ouais. Parce que même nous autres, des fois, surtout quand ils ont changé la dernière fois, si j'oubliais une normalisation, j'allais voir en ligne, je ne la trouvais même pas. Fallait vraiment que je revise, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je ne dirais pas non, mais je ne suis pas sûr. Oui, il faut avoir un courtier. Courtier hypothécaire ou cours du cruncher dans le coaching. Exact. Il est à jour, on les a toutes les standardisations dans le coaching, dans le cruncher. Fait que 2 choix pour toi, Willy. Ouais. Moi aussi, j'ai déjà cherché en ligne, mais je n'ai jamais réussi à trouver. C'est toujours comme un fichier PDF ou Excel. Oui, absolument. Sylvain, tu n'as pas d'objection. Tour de Christian sur la SCHL. Bon, on y va comme dernière intervention parce qu'il est rendu moins quart. Let's go. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voulez entendre parler de la SCHL. Délai, tendance. On commence avec la bonne nouvelle. Les délais se sont raccourcis de façon monstrueuse. Je pense que la SCHL, maintenant, probablement, ils ont renfloué tous les dossiers qu'il y avait l'an dernier quand on avait des délais de 4, 5, 6 mois. C'est terminé. On a des dossiers records là, qui sont passés à l'intérieur d'une semaine. Surtout pour des petits immeubles. Fait que là, je pense qu'ils ont du monde, ils en ont beaucoup, puis ils ont du monde entraîné pas mal. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Les délais sont plus courts. Je dirais qu'en règle générale, on parlerait d'un 4-5 semaines pour des dossiers. Là, fait que ça va quand même assez bien. On verra là, dans l'année s'il y a des changements qui se font, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. En termes de décision, c'est là que c'est un petit peu plus challengeant. Les règles du 24 mois qui sont rentrées, de ne plus du tout regarder les dossiers qui ont des prêteurs privés, c'est pas évident, ça rend notre tâche un peu plus difficile, mais il reste qu'on arrive à développer ça. Là où on a un peu plus avant d'aller dans les banques, j'allais dire au niveau de la SCHL, là j'ai perdu mon fil d'idée, je voulais parler des dossiers qui sont… les prêteurs privés, le 24 mois, les décisions. Ouais. Les décisions, hein, il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire, puis là, ça s'est envolé, évaporé. Mais mettons que je parle des banques, c'est là qu'on a un petit peu plus de délai au niveau des banques. Puis les dossiers, c'est ça que je voulais dire. Les dossiers SCHL qui sont soumis, l'an dernier, c'était 95% et plus SCHL, puis peut-être le même pourcentage, 95% APH Select. Puis, il y avait quand même beaucoup d'abordabilité, puis l'efficacité énergétique, très peu d'accessibilité, c'est un peu plus rare. Cette année, premièrement, beaucoup plus d'efficacité énergétique. Je pense que les gens ils ont commencé à corriger leur tir un peu, offrent beaucoup moins d'abordabilité dans leur projet. Ce n'est pas nécessairement le mantra de la SCHL, le désir de la SCHL, mais c'est ça. Puis, j'ai vu dernièrement beaucoup plus de demandes qu'on fait standard, donc même sans APH, plus que j'en avais vu l'an dernier. Est-ce que ça va être une nouvelle tendance? Est-ce que les gens sont en train d'essayer de mettre une certaine mise de fonds puis se préparer plus au renouvellement, d'aller recacher out? On verra, mais ça ressemble un peu à ça. Puis les banques sont un peu engorgées. Là, ça commence à se déployer un peu plus, mais c'est là que je trouve que c'est un peu plus long à obtenir les lettres de financement, les lettres d'offres. Nous, ça a changé notre stratégie rapidement. Je sais qu'il faut qu'on aille au tirage, là. Mais nous, ça a changé notre stratégie. En fait, on achetait beaucoup en prêt bridge, en fait, que ce soit du privé ou du bridge. Et là, on achète SCHL, souvent en efficacité énergétique. Puis on va penser à notre take-out, surtout en pré-mésanine, en deuxième rang, un conventionnel par-dessus ou un deuxième rang SCHL. On va s'aligner là-dessus, on verra comment ça changera. Mais la stratégie a changé. Fait que
pour l'instant, on y va vraiment avec cette stratégie-là. On crée de l'espace dans le ratio de couverture de dette. Puis après ça, on va rechercher notre deuxième tranche, souvent du même prêteur SCHL, avec un conventionnel supérieur. En tout cas, jusqu'à temps que les règles changent, on joue une game de Monopoly, les règles changent en cours de route, mais pour l'instant, c'est ça. Christian, petit conseil pour terminer et ta petite annonce que tu m'avais parlé avant qu'on rentre en nombre. Oui. Bien, en fait, moi, ce que je veux dire à nos investisseurs, c'est qu'en tant que courtier hypothécaire, notre équipe, puis même les autres équipes de PMML, puis j'imagine ailleurs aussi, il y a encore du mouvement dans le marché. C'est comme tout le temps les mêmes investisseurs ou les mêmes emprunteurs qui reviennent, qui sont actifs. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui marche pareil. Fait que j'encourage les gens à vraiment étudier leur affaire comme il faut. On est là pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit APH, que ce soit... Mais sachez que moi, je vois de la lumière au bout du tunnel. Déjà, ce mois-ci, les ventes de maisons ont augmenté un petit peu au Québec à 2,4 probablement à cause que les taux ont été temporairement un petit peu avantagés, mais ensuite, la vente de logements sur 12 mois au Québec a aussi augmenté de 11,4 puis les permis de bâtir ont augmenté. Fait que, je pense qu'on est parti dans le bon sens. L'offre est encore un peu anémique, fait que ça ne veut pas dire que les prix vont se mettre à baisser ou chuter. Attendez pas ça. Je pense qu'il ne faut plus attendre ça. Il faut juste regarder son projet, bien l'étudier, avoir la belle équipe en place autour de nous pour la faisabilité et la fonctionnalité du projet, puis juste y aller si on est le mental puis les fonds pour le faire. Fait que moi, je vois que ça s'en vient de plus en plus lumineux. Là. On devrait avoir une année 2024 correcte. Ah, puis ma petite plug, c'est qu'en ce moment, on est à la recherche d'une adjointe administrative pour travailler avec notre équipe, Alexandre Boisvert et moi-même. Fait que je sais qu'on parle à une grande communauté qui touche à l'immobilier. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui aimerait ça, on est sur la rive sud. On a besoin de quelqu'un avec nous dans notre équipe. Adjointe, peu importe. Oui, exact, adjoint. On est ouvert. Ouais. OK, good. Ben, bonne chance là-dedans. Merci, Christian, d'avoir été quand même en poste. On va se parler après. Toujours excellent, Christian. Toujours un excellent vulgarisateur. On va continuer de t'inviter. Tu vas être un invité régulier. Tu vas avoir ta carte de membre des lunchs immobiliers. OK, ben merci beaucoup. Good. DP, un petit mot de la fin? Yes, ben Christian l'a dit, on l'a répété dans les derniers temps, pression sur les loyers, manque de loyers, blablabla. Je ne répéterai pas la même affaire que je répète à tous les lunchs, mais c'est le moment, là, les taux sont encore élevés, on a une balance acheteur-vendeur. Dès que ça va commencer à baisser, ça va être la même histoire encore qui va recommencer. Ça va être un marché de vendeurs, les acheteurs, ça va être difficile de négocier. Il y a encore des super bonnes transactions malgré les taux. Des financements à 95%. On vient d'avoir une transaction, on a financé à 98,5%. La SCHL nous a même financé une partie des travaux d'efficacité énergétique là-dedans. En tout cas, c'est extraordinaire. Fait qu'il y a encore des transactions comme ça qui peuvent se faire. Fait que s'il vous plaît, là, je vais vous dire quelque chose, là, je vais vous choquer, mais enlevez-vous les doigts dans le nez puis faites quelque chose. Pour ceux qui veulent se lancer, là, je vois avec le petit shake de la fin du lunch, là. Mais c'est le temps, là, c'est de faire de la magie, c'est de bouger les affaires. Puis le financement, c'est d'y aller avec un professionnel. Là. Je regardais AMK Immobilier pour qui contacter l'APH Select. Les gens comme Christian Pomerleau qui font ça à journée longue, spécialement avec le deal, la SCHL aussi, le conseiller hypothécaire, il fait que ça. Tandis que des fois, les banques vont faire une partie de ça, ils vont gérer les clients, ils en font moins de dossiers. Fait que, tant qu'à moi, courtier hypothécaire, super important. Et 80-20, là, si on va dans la trique de Pareto, le financement en immobilier, pour moi, c'est 80% de la game. Tu sais, ça va être l'achat, évidemment. L'achat et le financement, mettons, si on les met ensemble, un bon achat puis un bon financement va jouer une partie majeure dans votre taux sur investissement. Fait que de connaître ces règles-là, de connaître les règles de retrait d'équité également qui viennent avec ça, de refinancement. Des règles qui changent tout le temps en plus. Hein, ça fait quelques années que je suis au club. De 2018 à 2020, j'aurais fait le même cours copier-coller. Maintenant, à chaque fois que le cours est redonné, il y a des nouvelles règles qui sont rentrées, il y a des nouveaux changements. Fait que d'être au courant de tout ça, c'est hyper important, le financement. Fait que gardez ça en tête. Là, pour moi, c'est du 80-20, 80% l'achat, financement. C'est les choses les plus importantes.
Excellent. Il y a encore du monde qui sont là. Brian Boucher-Côté, Vicky Chevalier, Richard est encore là. Donc, les fidèles. Donc, merci à JP pour ce beau lunch. Nous, on se revoit la semaine prochaine. On va avoir un QR général. Donc, 163e lunch avec Jean-Philippe et moi-même la semaine prochaine, 22 avril à midi, même heure, même poste. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine immobilière. Donc, c'est toujours agréable de commencer la semaine avec vous. Donc, merci d'être là, fidèle au poste. Go, go, go à tous. Bye.